là je suis allé très loin, Sadméger, effectivement, se solidarise avec les Pékinois. Tu aurais dû la porter. Tu m'avais montré une fois, je me permets de le dire parce que tu vois ce que je veux dire, peut-être, tu avais enregistré sur l'appareil numérique, sur l'ordinateur, des séries où il y avait des têtes de chiens et des têtes de femmes. Je ne sais pas si tu vois. Il y avait des femmes qui ressemblaient à des Pékinois. C'était assez curieux, oui. Ça correspond parce qu'il est fou, ce pauvre Adam. C'est une sorte de délire, de délire misogyne extraordinaire. Non, je pense qu'il faut... Non, il y a des restes phallocentriques comme il y a des restes anthropocentriques, ça c'est clair. Personne n'est sorti du phallocentrisme. Mais dans tous ces textes, ce qu'ils disent, les auteurs, c'est que le mal qui a été fait à la nature, le mal qui a été fait à la femme, à l'animal, est un mal qui a été fait par le mal. Oui. Hein? Oui, donc c'est très clair. Hein? Et délirant. Il conteste le patriarcat tout en y participant. Oui. Comme presque nous tous, dirais-je. C'est bien comme texte, mais c'est tout à fait extraordinaire. C'est un texte qui serait plutôt un texte à lire comme pièce de théâtre, là-dedans, comme monologue. C'est extraordinaire. Cette femme qui est vue soit comme jeune fille mélancolique, c'est ça comme mégère. Mais cette mégère, est-ce que c'est la mégère apprivoisée de Shakespeare? Non, c'est que je ne sais pas comment il voit cette mégère. Je ne sais pas si vous connaissez des films sur Bunddeutscher Mädchen, donc les femmes nazies, dans les années 40-50. Je vois des films nazis, je vois très bien ce qu'il veut dire. Enfin, moi, je vois très bien ce qu'il veut dire, même si je suis trop jeune pour avoir pu les voir live, je dirais. On voit très bien. On voit très bien quand on prend, c'est peut-être exagéré comme exemple, mais tu crois que c'est tiré de film? Pas seulement de film, de la réalité, parce que eux, contrairement, ils étaient de la génération après cette montée. Il y avait encore la race Kristallnacht, etc. On voyait déjà, quand on voyait des analyses qui ont été faites sur les valeurs féminines pendant le Troisième Reich, c'est hallucinant. Prenons les films de Leni Riefenstahl, etc. C'est hallucinant. Mais ça, c'est bien tiré d'allusion à quelque chose qu'il a tiré de quelque part. Le désastre. Oui, la femme du Führer. Le désastre attire. La dernière opposition féminine à l'esprit de la société masculine se noie dans le bourbier de petits raquettes, de conventicules et de hobbies. Ça vise bien quelque chose. Ça pervertit, elle devient agressivité dans les œuvres sociales et le bavardage théosophique. Ces petites rancunes se mettent au service des œuvres charitables et de la science chrétienne. Donc ça vise bien. Si il y a quelque chose où l'on voit, c'est dans un film où il y a les femmes de l'armée du salut, dans un film de Griffith, je crois, je ne sais pas ce que c'est pas les... c'est un film muet où l'on voit les femmes, une pauvre fille qui a été enceinte et qui a accouché. Alors il y a toutes les femmes chrétiennes qui viennent avec leur pince-nez et qui s'emparer de l'enfant qu'elles veulent lui séparer. Ça correspond tout à fait à ça, à ces actions charitables et chrétiennes de l'armée du salut dans l'Amérique des années 30, au moment de la crise à peu près. Mais je ne me rappelle plus quel est ce film-ci. C'est bien tiré d'images grinçantes de films de... Je ne sais pas si c'est de Griffith ou
de quelqu'un comme ça. Mais il explique surtout par la dépendance économique de la femme, des femmes de cette époque qui ne travaillent pas et qui n'ont que cet échappatoire de se consacrer aux bonnes œuvres, etc. Donc c'est pas... ça s'adresse à... Pékinois, la face déformée du Pékinois. Chez Charlot également, il y a de temps en temps une femme avec un petit chien qui serre dans ses bras. Et qui fait tous les, c'est tiré un peu des burlesques américains. Oui, mais aussi c'était beaucoup infiniment plus grave et moins burlesque, c'est-à-dire des films sérieux nazis. Mais c'est comique, c'est pas mal, c'est plein d'humour ce texte, c'est fantastique. Aussi. Il y a beaucoup de parcelles, justement, on a trop vite crié à la négativité dans ces textes. Bon, là, je continue. Parce que la nature mutilée, c'est parce que ça correspond un peu à minima moralia, qui s'appelle justement sur la vie mutilée. C'est un peu une allusion à ça. Donc, sauf que ça, c'est écrit avant. Les chiens, oui, mais ça correspond au titre. Les traits du chien représentent la nature mutilée. Donc le chien serait presque une allégorie un petit peu de cela. À l'époque où l'industrie et la culture de masse ont déjà, etc. Oui, ça veut dire que ont déjà enseigné les méthodes scientifiques permettant d'arranger le corps de l'homme et celui des animaux. La phrase n'est pas très claire, mais on voit ce que ça veut dire, oui. Comme les protubérances de la bosse du bouffon, les traits du chien, de la bosse du bouffon, je suppose dans les sociétés où il y avait des bouffons comme Quasimodo ou bien comme le fou du roi, également à l'époque de François Ier, etc. Donc il y a, il y a ou bien dans le bouffon de la pièce de Verdi, de l'opéra de Verdi, donc il y a effectivement quelque chose qui reproduit ici, alors les protubérances de la bosse du bouffon, les traits du chien représentent la nature mutilée à une époque où l'industrie et la culture de masse ont déjà enseigné. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Des méthodes scientifiques permettant d'arranger le corps des hommes et celui des animaux. C'est justement là où je m'étais arrêté, ça veut dire la chirurgie esthétique, entre autres. Entre autres. Il faut reprendre le texte. Est-ce que je peux juste... Oui, vas-y. Je vais juste en venir à vous parce que c'est très dense. Et il y a plein de renversements, parce qu'on commence par l'homme, on glisse vers l'animal et on prend la femme, et puis on retourne vers l'homme. Donc, juste pour voir le mouvement qui est justement le mouvement de cette dialectique négative qui n'arrête pas de changer de masque. Vas-y. Alors l'analogie entre le Pékinois et la mégère consisterait dans une mutilation plus significative que celle de la jante masculine, moi dans ce texte. On vient de parler du corps féminin comme corps normé. On pense à l'idéal de la beauté, on pense au botox, pardon. C'est ça, le beau fond du Moyen-Âge. On ne se souvient des animaux que lorsque les derniers spécimens. Mais ça, je vais y venir. C'est ça. Si tu précèdes. Je me retrouve. Vas-y. Donc, et anorexie, bien sûr aussi. Anorexie comme maladie, comme nouvelle maladie qui n'est pas si vieille que ça. La maladie de l'anorexie va ensemble avec cette société. Avec cette culture industrielle ou industrie culturelle. La solidarité de la mégère est celle avec un autre être mutilé comme le Pékinois. Mais cette solidarité serait absente lorsqu'il s'agit des autres animaux, ceux qui ne sont pas domestiqués et qui ne font pas sensation. Donc là effectivement, la mégère elle-même mutilée qui se solidarise avec le Pékinois va à nouveau se dresser contre ce qui serait encore plus en péril.
Je cite, parmi les faits divers sur la deuxième et la troisième page des journaux, dont la première page est remplie de terrifiants exploits des hommes, on peut trouver le récit d'un incendie dans un cirque ou de l'empoisonnement d'un éléphant. On ne se souvient des animaux que lorsque les derniers spécimens, qui sont le pendant du bouffon du Moyen-Âge, périssent dans des tourments sans fin, représentant une perte de capitaux pour leurs propriétaires qui, à l'époque des constructions en béton, n'a pas su les protéger du feu. La grande girafe et l'éléphant blanc sont des curiosités qui n'amusent même plus un écolier déluré. En Afrique, ce dernier coin de la terre qui tenta en vain de protéger leurs misérables troupeaux contre la civilisation, ils sont un obstacle à l'atterrissage des bombardiers de cette guerre. On s'en débarrasse entièrement. La terre devenue raisonnable n'a plus besoin de reflets esthétiques. L'élément démonique est extirpé des hommes qui reçoivent directement l'empreinte nécessaire. La domination n'a pas besoin d'images mystérieuses. Elle est produite industriellement et à travers elle s'impose d'autant plus sûrement aux hommes. Fin de citation. Or, cette mutilation prend également le dessus chez les hommes mâles. Les auteurs constatent à cet égard un devenir femme des hommes. Je cite, page 275. Désormais, le sentiment réservé au pouvoir conscient d'être pouvoir. L'homme dépose les armes devant le mal froid et impassible, comme le fit la femme avant. Il devient une femme qui a les yeux fixés sur le pouvoir. Donc là on n'est pas du tout dans le devenir femme de Deleuze. Ça n'a rien à voir avec l'émancipation de la femme, ça n'a rien à voir avec l'émancipation d'une minorité. Ce n'est pas du tout un modèle à envisager, mais c'est plutôt l'inverse. Le devenir femme signifie se soumettre au pouvoir, se ranger du côté du pouvoir des fascistes. Parce que contrairement à son ami Krakauer, à cette époque, Adorno ne va pas distinguer le nazisme du fascisme. Ça viendra plus tard. Le seul idéal que le pouvoir fasciste propose est son propre pouvoir. Et tout ce qui lui échappe, tout ce qui est vulnérable, qui rappelle la nature est moindre. Une figure du déchet. Donc, figure du déchet, d'abord, bien sûr, le juif, l'animal, la femme, et ainsi de suite, jusqu'au renversement de tout ce qui n'a pas de pouvoir en figure animalière, féminine, juive, homosexuelle, handicapée. Hein, vous avez toute la série. Il y a toute la série. C'est assez bizarre quand même. Dans la collectivité fasciste, avec ses équipes et ses camps de travail, chacun dès sa plus grande tendre jeunesse est un prisonnier en détention cellulaire. Cela favorise le développement de l'homosexualité. C'est assez bizarre, parce que là, c'est pas sa pensée. Il a l'air de considérer que les fascistes développent l'homosexualité alors qu'ils l'ont condamné. Non, il ne dit pas du tout, au contraire, Adorno n'a jamais été homophobe. Il a ses propres expériences. Mais ce qu'il dit, c'est que le fait de ne pas du tout avoir affaire à l'autre sexe favorise, bien sûr, l'homosexualité. Ce n'est pas un jugement de valeur. Ça veut simplement dire si tu vois que des hommes, que les femmes voient que des femmes, il n'y a pas d'autre sexualité possible. La femme, il serait lue comme ça, elle fait bien sûr, c'est une sorte de son contexte. Elle fait bizarre, c'est ça, oui. Et ça, c'est très important. Au contraire, c'est quelqu'un qui a toujours soutenu, s'est toujours positionné favorablement à l'homosexualité. Ça veut dire que les femmes sont seules. Ça veut dire que le fait d'être emprisonné favorise. Ça veut dire en gros que des gens baissent ce qui se trouve là. En gros, ça veut dire ça. C'est très condensé, la phrase sous cette forme peut être équivoque. Bien sûr, bien sûr. Elle peut être équivoque parce qu'il va aussi effectivement distinguer entre une homosexualité nazie qui serait celle des militaires et qui n'a plus rien de libératoire et une autre homosexualité qui elle serait contestataire. Ça aussi. Mais l'ensemble d'ailleurs est écrit d'une façon tellement condensée qu'il faut dire que le sens doit être dégagé parce qu'il n'est pas totalement clair. C'est pour ça que c'est très difficile. Le visage humain, c'est ça.
souvenir embarrassant. C'est l'animal qui doit conserver des traits nobles. Oui, ben justement, j'y maintenant. Je te laisse analyser parce qu'effectivement, la pensée est tellement condensée que... Parce qu'en fait, ce qu'il fait, il retourne tous les gueules. Et oui, c'est ça. C'est une application de la dialectique négative. Oui. Je te laisse la parole. Donc le seul idéal que le pouvoir fasciste propose en son propre, est son propre pouvoir, et tout ce qui lui échappe, tout ce qui est vulnérable, qui rappelle un tour et moindre figure comme déchet. Les auteurs analysent ici l'intérêt douteux que les nazis portaient à l'animal et démontrent que cet intérêt n'a jamais porté sur l'animal comme autre animal, mais sur un fétiche sans aucune essence, objet pur instrumentalisé pour leur objectif, pour leur fin. Parce qu'on se souvient peut-être que Hitler était végétarien, on se souvient des images quand il caresse ses bergers, etc. etc. Et on voit qu'il s'agissait plutôt d'une fétichisation de l'animal qui poursuivait l'objectif de l'intégrer dans certains animaux, et pas tous, dans cette optique nazie. Donc, ils écrivent « Le visage humain, souvenir embarrassant de ses origines naturelles et de sa soumission à cette nature, n'est plus qu'une irrésistible incitation à l'homicide. » C'est là où je me dis à quel point ça avoisine Lévinas. On ne sait pas si Adorno a lu Lévinas, on ne sait pas si Lévinas a lu Adorno. Ils parlaient tous les deux le français et l'allemand, ça aurait pu être possible, mais il y a 1000 points où on voit qu'ils s'avoisinent, même s'ils en déduisent des choses très différentes. Les caricatures antisémites en sucent tout le temps, et la répulsion qu'éprouvait Goethe pour les singes marquait déjà les limites de son humanitarisme. Lorsque les manias de l'industrie et les chefs fascistes ont des animaux, ce ne sont pas des griffons, mais des dogues et des jeunes lions. Donc la mégère, elle a son pékinois, mais le nazi, il a sa dogue et son jeune lion. Ils doivent contribuer à pimenter le pouvoir par la peur qu'ils inspirent. Le bourreau fasciste, à l'allure de colosse, est si aveugle devant la nature qu'il ne pense à l'animal que pour s'en servir afin d'humilier les hommes. À la base de l'intérêt que les fascistes manifestent pour les animaux, la nature des enfants et à leur volonté de persécution. La main qui caresse négligemment les cheveux d'un enfant ou la fourrure d'un animal signifie que cette main peut détruire. Elle flotte affectueusement l'une des victimes avant d'abattre l'autre, et son choix n'a rien à voir avec la culpabilité de celle-ci. Cette caresse a pour but de démontrer que tous sont égaux devant le pouvoir, qu'ils n'ont aucune essence, aucune nature spécifique. Une créature n'est qu'un matériau pour les objectifs sanglants du pouvoir. C'est ainsi que le Führer prend en charge les innocents. C'était à l'époque de Hitler, alors. Oui. C'était, ils ont commencé à écrire, je pense, en 41, pour le terminer en 47. C'est tout, c'est vraiment dans l'ombre de cela. C'est ainsi que le Führer prend en charge les innocents que l'on choisit sans tenir compte de leurs mérites, tout comme on les exécute sans qu'ils les méritaient. Pour les fascistes, la nature n'est qu'ordure. Dans ce monde privé d'illusions, où les hommes ayant perdu la faculté de réfléchir sont redevenus les plus intelligents des animaux et assujettissent le reste de l'univers, quand ils ne sont pas en train de s'entre-déchirer, respecter les animaux est considéré non seulement comme de la sentimentalité, mais comme une trahison envers le progrès. Parce qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est que les fascistes ne respectent pas les animaux. Le processus de purification ethnique jusqu'à l'infini. Tel et tel animal doit devenir de plus en plus parfait, tout comme avec les hommes. L'intellectuel dont la pensée n'adhère à aucune puissance historique affective, qui ne gravite autour d'aucun des pôles vers lesquels tend la société industrielle, sera réduit, selon eux, à l'état d'ombre. Sa pensée sera privée de toute base solide. Seul le réel est raisonnable. Celui qui ne suit pas, diront même les progressistes, ne verra pas un doigt se remuer pour l'aider. Tout dépend de la société. Même le pensée le plus rigoureux doit se vendre aux puissantes tendances sociales sans lesquelles il n'est plus qu'un caprice. Je termine la citation là. On peut se demander comment résister. Que reste-t-il? Il reste des restes. Il reste les voix, il reste le travail énorme que ce livre représente encore aujourd'hui.
et qui requiert des interprétations futures quant à sa charge de résistance et malgré tout d'utopie. J'ai appelé la dernière partie l'écho d'une voix de lièvre. Je les recite. La voix qui ne suit pas les objectifs d'une des branches. Alors ça c'est justement le dernier passage. La voix qui ne suit pas les objectifs d'une des branches de cette société plonge ses membres dans une fureur sans borne. Elle rappelle qu'il y a encore une voie qui n'existe que pour être brisée, c'est-à-dire qu'il y a encore la nature dont débordent les mensonges, les racistes et les nationalistes. Partout où cette voix se fait entendre, même momentanément interrompant leur cœur hurlant, se manifeste l'horreur qu'ils étouffaient et qui vit, comme dans chaque animal, mais dans leur cœur rationalisé et brisé. Les tendances que révèle une telle voix sont omniprésentes et aveugles. La nature elle-même n'est ni bonne, comme le croyait l'ancien romantisme, ni noble, comme le croit le nouveau. Comme modèle et comme fin, elle représente l'esprit d'opposition, le mensonge et la bestialité. Ce n'est que lorsqu'elle est reconnue pour ce qu'elle est, qu'elle devient aspiration de l'existence à la paix, qu'elle devient cette conscience qui, dès le début, a animé la résistance inflexible aux fureurs et à la collectivité. Le danger qui menace la pratique dominante et ses inéluctables alternatives n'est pas la nature. Elle tend plutôt à coïncider avec elle. Le danger, c'est que la nature est remémorée. Donc, remémorer la nature sans la moraliser, la réinventer là où elle est en train de périr, se préoccuper de la multiplicité du vivant dans le souci de l'avenir de la planète, la vivre comme les deux lièvres. Et là, je pourrais revenir au début de l'exposé avec la citation des lèvres. Il nous reste finalement, en se nous, les jours du fixe de l'excentré. Rester en vie, aimer la vie, et travailler pour une écologie que tu appelles peut-être écosophie. Le danger n'est pas... Le danger, c'est la résistance. La résistance consiste à remémorer la nature, c'est-à-dire ne pas la réduire au romantisme qui la voudrait bien au manger. Non, mais le danger, c'est le danger contre le pouvoir nazi. Le danger, c'est la résistance. Qui menace la pratique dominante. Oui, voilà. Donc c'est un danger positif. Le danger qui menace la pratique dominante et ses inéluctables alternatives n'est pas la nature, elle tend plutôt à coïncider avec elle. Le danger, c'est que la nature est remémorée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'image de la nature, comme quelque chose de bien ou de mauvais, est une image mutilée de la nature. Se souvenir d'une nature qui ne serait pas mutilée, qui serait au-delà du bien et du mal, serait une force de résistance par rapport aux nazis. C'est-à-dire ni les Pékinois, ni la mégère, ni de l'intégrisme, je dirais, des végans aujourd'hui, des végétaliens, qui approchent d'une manière singulière les intégrismes religieux. Hein. Ça, ce serait un nouveau romantisme de la nature. La nature elle-même n'est ni bonne, comme vous croyez l'ancien romantisme, c'est celui du 19e siècle, ni noble comme le croit le nouveau. Qu'est-ce que c'est? La noblesse de la nature inventée par les nazis, en séparant, en distinguant les animaux nobles comme le lion et comme le berger allemand par rapport au rat. Il l'appelle le nouveau romantique. Oui, il appelle ça le nouveau romantique. Et le mange en Asie. Oui, ça c'est encore une autre chose. Oui. Mais la chance, ce serait justement de remémorer la comme nature. Modèle. Oui, mais ça c'est pas clair non plus. Comme modèle, elle est comme fin. Bon, elle représente l'esprit d'opposition, le mensonge et la bestialité. Oui. Mais quoi? Quelle nature? C'est ça. Les tendances que révèle. Je veux dire que ce n'est pas particulièrement clair. Parce que la nature, ce n'est pas, si tu veux, un retour à la nature. Ce n'est pas un retour à une nature qui serait le bien, l'origine, l'authenticité, etc. Ce n'est pas non plus une condamnation de la nature en disant que la culture est meilleure que la nature.
C'est simplement, d'ailleurs, le texte s'alourdit par la traduction. On met la nature et remémorer, en allemand, c'est das Natur erinnert wird. Erinnerung, c'est simplement souvenir. Qu'on se souvienne d'une nature qui est ni bonne ni mauvaise, mais qui se distingue effectivement de cette industrie culturelle. Oui, mais la seule chose claire là-dedans, c'est ça, autour desquels il faut centrer le sens du texte, la résistance inflexible au fureur. Bon, c'est ça. Donc, dans cette idée résistance inflexible au fureur, c'est ce qui est l'aspect positif autour desquels on doit comprendre le texte. Mais je dois dire que... La résistance, c'est de se souvenir d'une nature qui n'entre pas dans le bien et le mal. Oui, oui. C'est pour ça, c'est d'autant... de la collectivité, c'est-à-dire dans ce sens-là, c'est la collectivité nazie. Oui, bien sûr. Il a été élu à la majorité. Bien sûr, et c'est pour ça que la contestation est marginale. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a les deux lièvres. Le danger, la pratique dominante, c'est ça. La pratique dominante, c'est donc la pratique dominante du nazisme. Absolument. Tu as raison, il faut insister sur cela parce qu'on pourrait penser que ce sont nos sociétés. Non, là, c'est bon, plein de... Tu dis que remémorer, qu'est-ce que c'est? Qu'on se souvienne de... Remémorer de quoi? D'une nature qui ne serait ni le bien ni le mal, qui ne serait ni noble, ni méchante, ni bonne, ni mauvaise, qui serait, à laquelle on ferait partie et qui serait la partie non raisonnable de l'homme, qui dépasse le concept et qui dépasse l'industrie, qui a quelque chose de différent de l'industrie, la culture industrielle. C'est ça le message du Führer? Non, c'est pas ça le message, justement. Pas du tout ça le message du Führer. Le message du Führer, c'est effectivement de sélectionner les espèces pour qu'elles deviennent nobles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Là aussi, comme mot qui n'est pas très clair, elle rappelle qu'il y a encore une voie qui n'existe que pour être brisée, c'est-à-dire qu'il y a encore la nature dont déborde. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? La nature dont déborde, quelle est la signification de cette expression? Dont déborde, ça ne veut pas dire grand-chose en français. Les mensonges des racistes et des nationalistes. Qu'est-ce que c'est en allemand? Il y a c'est-à-dire qu'il y a encore la nature dont déborde la... Qu'est-ce qu'il a voulu dire, le traducteur, en disant dont déborde? Qu'est-ce que c'est? Là, ici, cette phrase, la voix. Oui, oui. Ce qui... Ah oui, qu'il y a une voie, entre guillemets, naturelle, qui n'est pas celle des mensonges, qui surmonte les mensonges des nazis. Et parce qu'ils ont traduit débordé par... gebrochen, überfließen, qui surmonte, überfließen. Überfließen, non, c'est Überfließen. Bon, Überfließen. Ce qui déborde, ce sont les interprétations nazies de la nature. Ce sont des mensonges. Ah oui. Et il y aurait une voix qui serait véridique. Se fait entendre, même momentanément, interrompant leur... Donc c'est une voix de la nature, alors qui interrompt le cœur hurlant, c'est-à-dire des fascistes. Tout à fait, oui, c'est ça. Se manifeste l'horreur qu'ils étouffent et qui vit, comme dans chaque animal.
même dans leur cœur rationalisé et brisé, et qui vit, mais leur cœur, le cœur de qui, même leur cœur rationalisé et brisé, et qu'ils étouffaient et qui vit, comme dans chaque animal, qu'ils étouffaient et qui vit, même dans le cœur de qui donc même dans des animaux, il parle du fait que le cœur humain est un cœur mutilé, être humain signifie être mutilé, et même là il y aurait le rappel de quelque chose d'animal qui serait une force de résistance contre les mensonges nazis. Ça doit contre le mythe de la séduction de l'homme. Par exemple, aussi Bibi. C'est pas très. C'est pas très. On voit à peu près, mais pas d'une façon très limpide. Seul le réel est raisonnable. Ça c'est une critique. Ça, c'est une expression hegelienne. Et ça, c'est juste penser ce qu'il critique, parce qu'effectivement, l'intellectuel dans la pensée n'adhère à aucune puissance historique et effective qui ne gravite autour d'aucun des pôles vers lesquels tend la société industrielle, donc c'est lui, si l'on peut dire, l'intellectuel dont la pensée n'adhère à aucune puissance historique effective, qui ne gravite autour d'aucun, c'est en bas de la page 276. Sera réduit selon eux, qui, attention, là je vois quelque chose qui est intéressant un peu plus haut quand même. Les frontières sont nettement décidées. Celui qui lutte contre Hearst et Göring se range du côté de Pavlov et de la vivisection. Donc il n'est pas non plus de ce côté-là, lui. Non. Celui qui hésite est un gibier pour les deux cas. Il doit se rendre à la raison. Le choix est prescrit et irréductible et inéluctable. Celui qui veut changer le monde, celui qui veut changer le monde, on suppose que c'est positif, cette étude de changer le monde, ne doit à aucun prix finir dans le bourbier de ces petits raquettes, je ne sais pas ce qu'il appelle raquettes, de ces petits raquettes, il l'avait déjà dit à propos des femmes et des mégères, je ne sais pas qui se lancent dans des petits raquettes de la théosophie. Dans le bourbier de ces petits raquettes, où les 10 heures de bonne aventure, c'est ça, ce sont les gens qui se plongeraient, au fond, dans l'irrationalisme et dans la théosophie pour échapper à cette destinée contemporaine. Celui qui veut changer le monde ne doit à aucun prix finir dans le bourbier de ces petits raquettes où les 10 heures de bonne aventure, on pourrait dire également ici, il y a des 10 heures de bonne aventure, justement dans les gens qui se cantonnent dans une sorte de rêverie mystique, propice à côté des sectaires de la politique. Bon, ce sont là les rationalistes limités, peut-être. D'utopistes, donc il est contre les utopistes ici, bien qu'il ne le soit pas toujours, et d'anarchistes aussi, là. Il est contre, propice à côté de sectaires. Donc il définit quelque chose qui ne serait pas, dans le sens négatif, ni 10 heures de bonne aventure, ni utopiste, ni anarchiste. Donc, c'est-à-dire l'intellectuel dont la pensée n'adhère à aucune puissance affective, qui ne gravite autour d'aucun des pôles dans lesquels tend la société industrielle, sera réduit
selon eux, à ce eux, on ne sait pas qui c'est que ce eux. Selon eux, à l'état d'ombre, mais eux, ça devient plus clair à ce moment-là. À l'état d'ombre, sa pensée sera privée de bases solides. Selon eux, n'est pas dans les textes originaux. Oui. Celui qui ne suit pas, diront même les progressistes, mais les progressistes, qui c'est les progressistes? Est-ce qu'il est pour les progressistes ou est-ce qu'il est contre les progressistes? Ne verra pas un doigt remué pour l'aider. Tout dépend de la société, même de penser le plus rigoureux. Le penser le plus rigoureux doit se vendre aux puissantes tendances sociales sans lesquelles il n'est plus qu'un caprice. À force de vouloir être concis et rigoureux, je dois dire qu'il rend sa pensée complètement progressiste désigne le progrès scientifique. Oui. Progressiste, c'est le progrès scientifique. Oui, c'est ça. Oui. Celui qui ne suit pas, diront même les progressistes, ne verra pas un doigt se remuer pour l'aider. Ça veut dire, si on est contre le progrès scientifique, hein, parce qu'on le trouve inhumain, en gros, on a deux choix. Soit le progrès scientifique, soit le truc mystique avec les vases. Mais ça aussi, quand il répète, un racket, qu'est-ce que vous vouloir de cette expression? Un racket de masse dans la nature. Ça, je dois dire que je ne vois pas du tout. Cette connivence unit tous ceux qui tiennent compte de la réalité. Est-ce que ce ne serait pas les petits marchands adhèrent à la société humaine comme un racket de masse dans la nature. Est-ce que ce ne serait pas les marchands de bonheur, les marchands, enfin, de cette société qui, ce qu'on appelle de nos jours, par exemple, les marchands de bien-être? Peut-être, mais là, il fait allusion, il parle d'une société très particulière qui est le fascisme, qui, même avec des assimilations, n'est pas comparable à la société contemporaine. Il n'y a ni fureur, ni fascisme dans les sociétés, tout au moins occidentales. Donc, il sait quand même qu'il parle de quelque chose de très particulier, qui est le fascisme hitlérien. Oui. C'est pas. Donc, c'est pas. Il ne dit pas comme le dira Pasolini, par exemple, ou à la même époque. Non, après, qu'il y a un second fascisme. Il ne dit pas qu'il y a le fascisme de la société de consommation qui doit être. On pourrait l'entendre ainsi, si l'on voulait. Mais je ne pense pas que c'est la pensée d'Adorno qui est au moins explicite, le fascisme de la société de consommation. Et il ne dit pas qu'il y a deux fascismes. Non, c'est beaucoup trop tôt. Puisqu'il en parle d'un. Peut-être que c'est ça qui rend sa pensée difficile d'ailleurs, parce que chez Pasolini, c'est clair. Il dit qu'il y a le premier fascisme qui était le fascisme ouvert, brutal, militaire, de l'imposition par la force. Il y a le second fascisme, qui est celui de la consommation, qui s'empare des esprits, qui s'empare de la totalité de la société, qui transforme les relations humaines. Donc c'est clair. Mais lui, c'est pas ça. Non, mais il termine l'écriture en 47. Oui. La première parution, c'est 47. Donc, il écrit bien à l'époque du fascisme et du nazisme hitlérien. Parce que le texte vaut la peine d'être analysé, que tu veux décortiquer tout à fait dans le détail, parce que la pensée est une pensée intéressante, mais qui, à mon avis, est à décrypter terme à terme, parce qu'elle n'est pas d'une façon, qu'elle n'est pas particulièrement claire.
Là, c'est parce qu'on reprend des phrases, il faut remonter peut-être au début du paragraphe. Dans ce monde, puisque tout le monde a le texte, dans ce monde privé d'illusions où les hommes, ayant perdu la faculté de réfléchir, un monde privé d'illusions, qui peut correspondre d'ailleurs à la situation actuelle, puisqu'on dit peut-être même davantage, d'ailleurs qu'à l'époque où écrivait Adorno, puisque justement, à cette époque-là, il y avait quand même des idéologies, il y avait des idéologies révolutionnaires, on ne peut pas dire, mais il a raison de dire, soit par description, soit par anticipation, ce monde privé d'illusions. Dans ce monde privé d'illusions, on voit ce que ça veut dire, je vais dire, où les hommes, ayant perdu la faculté de réfléchir, sont redevenus les plus intelligents des animaux. Sont redevenus les plus intelligents des animaux. Bon, alors là, on revoit l'animal. On revoit l'animal, donc ce n'est pas comme disait Boileau, ou du Pérou à Pékin, du Japon jusqu'à l'homme, le plus sot animal, à mon avis, c'est l'homme. Lui, c'est un animal qui est devenu intelligent d'une façon quasiment paradoxale, puisqu'il y a toute une époque où, justement, il y a des réflexions sur l'animal, que c'est pas simplement chez Boileau, mais c'est chez Montaigne, c'est chez Belle, c'est chez l'évêque Horarius, c'est chez Plutarque, où l'on a comparé les hommes aux animaux, où l'on a dit que les animaux sont plus intelligents que les hommes, tandis que lui se situe du point de vue de la connaissance scientifique. Donc en fait, il prend ce point de vue en définitive pour Adorno, il n'y a pas de doute, c'est ça qui est curieux d'ailleurs aussi, parce qu'il défend beaucoup les animaux, contre la méchanceté des hommes et leur cruauté, mais il n'y a pas de doute pour Adorno que les animaux sont moins intelligents que l'homme. Et oui, il en manque le concept, comme tu as dit. Donc il en manque le concept. Donc s'il considère que le concept c'est la connaissance, les animaux sont moins intelligents que l'homme. Donc il a peut-être raison. Il a raison vraisemblablement du point de vue de l'accommodation scientifique de l'univers, mais il prend une position qui est à la fois traditionnelle, puisqu'on pourrait dire, mais il ne fait que répéter Aristote, l'homme est un animal raisonnable, mais d'autre part, il se trouve également contre une certaine autre tradition qui a considéré, contre cette position, contre Descartes également, que les animaux étaient plus intelligents que les hommes. Jusqu'à Bergson, peut-être d'ailleurs aussi, puisque l'instinct animal s'oppose à l'intelligence, mais d'une certaine façon, il se substitue à elle, et est supérieure à l'intelligence, puisque l'intuition, qui est la véritable connaissance, est plus proche de l'instinct que de l'intelligence. Donc l'animal indique davantage la voie de la vérité que l'homme. Donc ce n'est pas la position d'Adorno, là j'ai l'impression que pour Adorno, les hommes sont plus intelligents. Bon, alors... Attends, je te laisse parce que c'était pour tirer plus au clair ma pensée, pour voir ce qu'il voulait dire. Ils sont redevenus les plus intelligents des animaux et assujettissent le reste de l'univers, donc cette intelligence et domination qui sont assimilées aussi, quand ils ne sont pas en train de s'entre-déchirer. Bon, incidente compréhensible, respecter les animaux, c'est ça, et considérer
non seulement comme de la sentimentalité, mais comme une trahison envers le progrès. Là aussi, ce sont de ces formules qui sont à l'emporte-pièce, dont on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Non, c'est ça, comme une trahison, il a bien écrit ça, comme une trahison envers le progrès. Suivant la bonne tradition réactionnaire, Göring a rattaché la protection. Ah oui, parce que Göring était connu comme étant un grand chasseur. On le représente toujours en train d'organiser de grandes chasses dans les forêts d'Allemagne ou de Pologne. Göring a rattaché la protection des animaux à la haine raciste, le plaisir bien allemand et luthérien de massacrer allègrement, Allemands et luthériens. C'est étrange d'ailleurs, parce que c'est les Allemands et les luthériens qui aiment massacrer allègrement les animaux. Il faudrait réfléchir là-dessus. Parce que quel est ton avis? À l'amiable? Peut-être les Anglais aussi d'ailleurs. Non, mais les chasseurs sont omniprésents, des Français. Les chasseurs, oui, oui. Parce que si l'on voit Jules Verne, lorsqu'il raconte la destruction du colossal de la faune, par exemple, du Canada et du Grand Nord au XIXe siècle, ou en Afrique déjà, 80% des animaux également, au milieu du XIXe siècle, ont été détruits. Et Alexandre Dumas, qui pourtant est un brave homme et très sympathique, mais qui se vante, en le regrettant un peu d'ailleurs, en 1800, pendant sa jeunesse, vers les années 1830, ils ont en quelques années détruit la presque totalité du gibier qu'il y avait dans la forêt de Compiègne, où il habitait. J'ai retrouvé. Et il se vante de cet exploit que des centaines d'animaux qui, en quelques années, ont été détruits par les chasseurs. Donc, ce n'est pas simplement les Allemands et les Luthériens, sans faire l'apologie de Göring.